Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De l'universel et du particulier. Par Pierre Sanet, sous-directeur général pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au sein de l'UNESCO qui, je pense, a été un choix judicieux pour la tenue de votre conférence autour d'un triptyque si essentiel. Identité, appartenance, diversité. Il est vrai que dans beaucoup de pays, face à la perte de souveraineté des États, on assiste à des processus où l'identité nationale est utilisée pour reconquérir une légitimité politique. Il est donc important pour les chercheurs et intellectuels d'entreprendre le décodage des superstructures idéologiques. L'UNESCO est un lieu approprié pour une telle entreprise. L'UNESCO est en effet le lieu privilégié où se rencontrent l'universel et le particulier. L'universel de l'humanité, de ses valeurs fondamentales, de ses droits et de ses aspirations communes à la paix, au bien-être et au savoir, le particulier de chaque nation, de chaque peuple, de chaque individu, tous égaux en dignité comme le sont les êtres humains. L'UNESCO est aussi le lieu par excellence de la lutte contre l'ignorance, souvent la première source des manipulations et discriminations de toutes sortes. C'est bien par le partage du savoir pour lequel l'éducation prend tout son sens que nos regards sur l'autre se forgent et s'affinent pour mieux se comprendre mutuellement. L'éducation au cœur même de la mission de l'UNESCO a toujours été un vecteur essentiel de dialogue qui peut aider à favoriser la cohésion sociale, à éliminer les stéréotypes culturels, et à développer la compréhension des autres religions et des autres cultures. Identité, appartenance, diversité, voilà une trilogie qui renvoie à une thématique phare pour l'UNESCO, celle de la diversité culturelle. En ces moments troublés, où le monde cherche ses repères, où les termes de culture, de civilisation sont utilisés pour tenter d'opposer l'humanité à elle-même, il est urgent de rappeler combien la diversité culturelle est constitutive de l'humanité même. L'UNESCO a pour vocation d'élever les défenses de la paix dans l'esprit des hommes. Et bien sûr, la promotion de la compréhension mutuelle et du respect de la diversité culturelle est un élément essentiel de son mandat. Les événements survenus depuis plusieurs années dans beaucoup de parties du monde ont fait du dialogue une nécessité encore plus actuelle, pour ne pas dire impérieuse. La mondialisation s'accompagne de défis nouveaux comme d'ignorances nouvelles. C'est pourquoi il faut imposer la nécessité d'enrayer la montée de l'intolérance et du fanatisme, et mettre à profit les multiples possibilités d'échange et de compréhension interculturelle que le phénomène génère. Votre conférence aujourd'hui offrira à cet égard une tribune éclairée pour ce partage des savoirs et des expériences, j'en suis convaincu. Il est vrai qu'on peut, pour paraphraser Régis Debray, s'interroger sur, je le cite, l'utilité de nos forums, symposiums, colloques, sommets, rencontres, commissions, plateformes sur le dialogue des cultures, tandis que sur une scène plus obscure, mais infiniment plus peuplée, ceux qui sont appelés à vivre côte à côte sans dialoguer continueraient à se tirer dessus comme par devant. Il n'empêche, nous n'avons que le choix de marteler la nécessité d'une prise en compte par les responsables politiques d'une réalité complexe et multiforme, saisie à l'aune de valeurs communes. Les débats qui ont pour axe principal la réflexion sur islam et identité nationale sont indéniablement en phase avec l'actualité. Ils touchent à des questions essentielles, communes à toutes nos sociétés aujourd'hui qui vivent à l'heure de la mondialisation, du métissage et du brassage des cultures. Les questions de l'appartenance religieuse, de la pratique du culte, des conditions des minorités, de la vie des sociétés multiculturelles ou encore du poids de la mémoire historique, nous concernent tous, car nous sommes tous des acteurs à part entière de cette même société multiculturelle et mondialisée. Il n'est jamais facile de vivre avec son temps, mais pour rester contemporain d'une autre, pour faire en sorte que nos réponses collectives soient du même âge que les questions qui se posent, nous devons garder à l'esprit certains impératifs incontournables, au premier titre desquels la tolérance. La tolérance n'est pas seulement un idéal, mais une nécessité dans un monde moderne qui menace chaque jour davantage l'existence des différences et des originalités. Et la tolérance est plus nécessaire que jamais, lorsque reviennent au premier plan les fanatismes idéologiques, nationalistes ou religieux. Ici, la lutte contre l'ignorance est encore une fois le maître mot. Autre impératif incontournable, l'état de droit. Car dans toutes nos démocraties, une constitution et des lois existent et se doivent d'assurer l'exercice des libertés,
de protéger les minorités, de favoriser l'expression de la diversité. Car il y a dans cet impératif une vérité fondamentale: la liberté s'épanouit dans la loi et s'étouffe dans l'anarchie. Parce qu'elle se trouve sur l'une des rives de la Méditerranée, la France, de par son histoire, a eu la chance d'accueillir un islam humaniste et ouvert. Un islam des Lumières qui marque indéniablement de son empreinte tout un peuple et toute une société. Et cela est une vraie richesse en soi. Il fut un temps où les différentes cultures étaient des relais. Averroès vénérait Aristote, qu'il disait envoyé par Dieu pour proclamer la vérité. Et saint Thomas d'Aquin voyait dans ce génie universel de la science arabe le commentateur par excellence de l'héritage gréco-latin. Aussi, et bien que les histoires avec un grand H aient suivi des cours différents, qu'il y ait eu des affrontements séculaires qui ont creusé de profondes fractures telles que la conquête islamique, les croisades, l'entreprise coloniale, etc., nous ne devons pas oublier les origines communes et les liens innombrables. Aujourd'hui, l'urgence nous sollicite. Il nous faut dissiper les stéréotypes, les peurs et les mauvais souvenirs, afin de croiser enfin les regards, de surmonter ce qui oppose et de construire un avenir partagé. Le sens d'un colloque. Par Philippe Jessus, président d'Islam et Laïcité. Les paroles d'accueil que M. Pierre Sanet a prononcées correspondent à la préoccupation essentielle de la Commission Islam et Laïcité: développer la connaissance, qui est la condition, au-delà même de la tolérance, du respect mutuel des personnes. C'est là quelque chose de fondamental pour le vivre ensemble dans nos sociétés. Il ne s'agit pas d'un problème franco-français. Au-delà même de l'Europe, c'est une question mondiale. Pourquoi ce colloque ? Il s'inscrit dans la suite des travaux de la Commission Islam et Laïcité depuis 10 ans. Créée dans le cadre de la Ligue de l'enseignement et poursuivie avec la Ligue des droits de l'homme, elle est maintenant une association autonome. Ces travaux visent à permettre une meilleure connaissance de l'islam dans la République française et dans la laïcité. Pendant une dizaine d'années, les travaux ont été conduits à l'intérieur de la Commission, en invitant des chercheurs et des acteurs de la société civile pour nous aider à comprendre concrètement comment l'islam, de plus en plus présent, pouvait vivre dans la société, pourquoi il était nécessaire d'apprendre à se connaître de façon à permettre une meilleure progression. Les titres de nos publications montrent que nos travaux s'inscrivent dans l'actualité, les enjeux de la laïcité, puis Islam de France et Islam d'Europe. Nous voulions ainsi éclairer les conditions d'un vivre ensemble respectueux de tous et du respect réciproque mutuel entre toutes les composantes de la société française. Notre colloque de 2005, à l'UNESCO, était la première grande manifestation publique de la Commission. Nous avons voulu y déconstruire le choc des civilisations inventé quelques années avant par Samuel Huntington en traitant le sujet de l'islam et les médias. Car si ces stéréotypes et idées simples se développent, c'est par la place qu'elles prennent dans les médias. Dans le même esprit, après la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, et comme ces discussions étaient parfaitement révélatrices de l'importance du statut de la femme pour l'opinion européenne et pour l'opinion française, nous avons organisé en septembre 2006 un colloque intitulé « Existe-t-il un féminisme musulman ?» En 2007, nous avons été interpellés comme beaucoup par le retour dans le débat politique de la question de l'identité nationale. Elle revient périodiquement depuis 25 ans. Elle a été au centre de la campagne présidentielle. Lorsque le futur président a annoncé la création d'un ministère dont l'intitulé associerait « Immigration et identité nationale », nous avons voulu réagir. En même temps, nous avons constaté ce qu'on a appelé l'ethnicisation de la question sociale. L'interprétation par l'origine et par la religion des difficultés rencontrées actuellement dans la société paraît tellement simple. L'identité nationale n'est-elle pas dans ce cas une formule pour laisser entendre que ce sont les musulmans qui sont l'autre, contre qui il faut construire l'unité de la nation ? Nous avons fait réaliser un sondage, que La Vie a publié sous un bandeau de couverture destiné à faire choc. Le sondage qui fâche. En effet, nous n'avons pas cherché à masquer les problèmes, nous avons voulu y voir plus clair. Nous avons voulu partir de la constatation de l'état de l'opinion auprès de laquelle nous souhaitons travailler, pour inspirer les travaux et les actions que nous avons à mener. Le colloque est destiné à apporter un éclairage différent, peut-être, de celui que l'on donne habituellement et à apporter des connaissances.
Le premier jour, nous ferons un état des lieux sous deux angles. Du point de vue de l'histoire tout d'abord, nation et identité nationale sont-elles des essences intemporelles ou ne sont-elles pas plutôt des constructions historiques ? Le deuxième point de vue concernera la situation actuelle. L'analyse du sondage rendra compte de l'état de l'opinion publique dans son ensemble, tandis que l'analyse de l'enquête menée auprès des populations françaises qui étaient soit immigrées, soit filles, fils, petits-fils ou petites-filles d'immigrés cherchera à comprendre comment cette question de l'identité est ressentie par ceux-là même que l'on somme bien souvent de s'intégrer, ceux que l'on appelle les Français d'origine immigrée. Pendant la deuxième matinée, nous apporterons des éclairages et des outils pour mieux comprendre, à travers des exemples puisés en France et à l'étranger, ce que recouvrent des notions comme le multiculturalisme, l'identité dans un contexte postcolonial ou le métissage. Enfin, le troisième temps de ce colloque sera consacré à l'émergence de ce que nous avons appelé un mouvement social de la diversité, avec l'intervention de divers responsables d'associations agissant depuis les marches pour l'égalité, ou ce que l'on a appelé le mouvement des beurs depuis les années 1980. La construction nationale, approche historique. Par Anne-Marie Thiès, directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. La question nationale en ce début du XXIe siècle soulève de nombreuses interrogations. Deux phénomènes apparemment contradictoires coexistent aujourd'hui. Il y a d'une part ce que l'on appelle la globalisation, qui semble menacer les États-nations, ou en tout cas mettre en question leur rôle traditionnel dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Mais il y a l'autre aspect, tout aussi important, à savoir la réactivation de la question nationale et la résurgence du nationalisme aux multiples aspects. Cela se traduit d'abord par l'apparition récente de nouveaux États-nations, notamment à la suite de la dislocation de l'URSS et de la Yougoslavie. C'est aussi la multiplication de revendications autonomistes ou sécessionnistes, dans des États-nations déjà constitués. Pour en rester au continent européen, on peut citer ici le cas du Pays basque, de la Catalogne, de l'Écosse, ou bien évoquer le cas de la Belgique dont la partition sur une base linguistique est un scénario malheureusement de plus en plus probable. Il faut aussi souligner la montée en puissance de la question de l'identité nationale, dans les débats politiques contemporains. Je crois qu'aucun de nous n'aurait imaginé il y a 20 ans que nous nous réunirions un jour pour discuter de la question de l'identité nationale. Il y a 20 ans, nous pensions la question réglée et dépassée. Même dans les vieux États-nations de l'Europe occidentale, l'identité nationale est devenue progressivement une thématique majeure dans l'espace public. Elle n'est plus l'apanage de l'extrême droite nationaliste. L'identité nationale est aujourd'hui supposée en danger, menacée d'un côté par la globalisation et de l'autre par l'immigration. L'identité nationale, ou plus précisément les risques de dénaturation qui pèseraient sur elle, a été, on l'a dit et répété, un thème majeur de la dernière campagne présidentielle en France au début de l'année 2007. Un des résultats a été la création par le nouveau gouvernement en mai 2007, pour la première fois dans l'histoire française, d'un ministère de l'identité nationale, plus précisément d'un ministère de l'identité nationale, de l'immigration, de l'intégration et de la coopération. La question de la nation et de l'identité nationale est donc aujourd'hui, en France comme dans beaucoup d'autres pays, un sujet de débat passionnel. Les publications sur cette question se multiplient sous forme de livres, dans la presse, de débats dont celui-ci est un exemple. La question de la nation était encore, très récemment, le thème principal du congrès du Parti socialiste. Des conceptions différentes. Les conceptions de la nation française qui ont été évoquées récemment, à droite ou à gauche, dans les débats politiques et les médias présentaient des différences, notamment à propos de l'immigration. Mais elles se rejoignaient sur deux idées apparemment évidentes. La première idée est que la nation française a une identité tout à fait spécifique. La deuxième est que cette identité spécifique est le résultat d'une longue et très particulière histoire nationale. Qu'est-ce qu'une nation ? C'est une vaste question, et des bibliothèques entières de publications lui ont été consacrées. Je ne la résumerai pas en un mot, ni même en une phrase. Mais je dirais que sur ce sujet complexe, il faut se défier des réponses sommaires. Malheureusement,
On a trop souvent dit ces dernières années que la nation pouvait être résumée en une définition tout à fait claire et simple, définition qui consisterait en fait en une opposition. On a souvent évoqué ces dernières années le fait qu'il y aurait deux conceptions de la nation. D'un côté, une conception purement politique, dite française parce qu'elle correspondrait aux idéaux de la Révolution française. Dans ce cas, l'appartenance à une nation serait l'expression d'un choix rationnel, contractuel, d'appartenance à un corps politique. De l'autre côté, on aurait une conception culturelle de la nation. Cette conception dite allemande serait issue du mouvement romantique. Dans ce cas, l'appartenance nationale serait déterminée par des critères ethniques et culturels. On aurait donc d'un côté une bonne conception de la nation, rationnelle, politique, respectueuse des droits de l'homme et française. Et de l'autre, une mauvaise conception, irrationnelle, culturelle, déterministe, conduisant naturellement à l'organicisme raciste, c'est-à-dire une conception allemande. Cette opposition théorique, qui a le mérite de flatter l'orgueil national français, reflète très bien la relation violemment conflictuelle qui a existé entre la France et l'Allemagne entre 1870 et 1945. Elle a ses origines dans une polémique entre intellectuels français et allemands, en 1880, à propos de l'appartenance d'un territoire précis, l'Alsace. Mais j'insiste. Cette opposition entre nations politiques et nations culturelles ne permet absolument pas de classer les nations qui existent réellement sur la planète. La définition de la nation à la française comme fruit d'un contrat politique purement rationnel ne permet même pas de comprendre la réalité française puisque nous savons très bien que la France est un pays où l'investissement de l'identité nationale dans la langue et dans la culture est tout à fait intense. Et même exceptionnel, peut-on dire. Les récentes lois sur l'immigration exigent d'ailleurs des postulants à l'entrée en France et plus encore à l'entrée dans la nation française une bonne connaissance non pas de la Constitution française, mais de la langue française. Du politique et du culturel. Cela dit, il y a bien un rapport étroit entre nation, culture et politique. Car la nation dans la conception moderne de ce terme est toujours dans l'ordre politique et dans l'ordre culturel. Cette double détermination politique et culturelle est au cœur même de la conception moderne de la nation. Et c'est, je pense, une des raisons majeures du succès et de l'universalisation de cette forme politique. Pour le comprendre, je propose de revenir sur la formation des nations modernes en partant de l'époque où se forme la conception moderne de la nation, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle en Europe. La nouvelle idée de nation correspond alors à une grande révolution idéologique qui est dirigée contre les principes organisant les sociétés monarchiques et princières. Cette révolution idéologique pose que les individus masculins doivent être tous libres et égaux devant la loi, quel que soit leur statut social. Cette nouvelle conception pose aussi que la souveraineté n'est pas de droit divin, qu'elle n'appartient pas au monarque. Elle assume au contraire que la souveraineté appartient au corps politique formé par ses citoyens libres et égaux, quel que soit leur statut social. C'est l'ensemble de ces citoyens libres et égaux, appelés nations, qui est la seule source légitime de la souveraineté politique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamée dans les débuts de la Révolution française, le 26 août 1789, énonce précisément cette définition politique de la nation. Mais de manière tout à fait significative, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne parle pas d'une nation particulière qui serait en l'occurrence la nation française. Elle exprime des revendications et des principes universels et ne donne absolument pas les critères qui permettent de distinguer concrètement une nation d'une autre, de tracer les limites entre la nation politique formée par les Français, la nation politique que formeraient les Allemands, les Anglais ou d'autres. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit la nation de manière abstraite et universelle, sans donner aucunement les moyens de la définir concrètement. C'est donc dans le domaine culturel que vont être établies les bases des diverses nations et les critères de distinction entre nations françaises, allemandes, espagnoles, italiennes, etc. La conception moderne de la nation résulte donc de l'association d'un principe politique, universel et abstrait, et d'une définition culturelle particularisante et concrète. Dans la formation des nations réelles depuis 2 siècles, l'accent est mis tantôt sur un aspect, tantôt sur un autre. C'est leur alliance qui constitue un universel du particulier.
La nation moderne est un corps politique correspondant à une communauté de culture. Cela dit, au moment où l'on pose cette relation, où on commence à la poser en tout cas à la fin du XVIIIe siècle en Europe, de telles communautés de culture n'existent pas. Il est tout aussi révolutionnaire d'avancer les principes politiques de la nation que de poser l'existence de communautés culturelles transsociales. L'unification religieuse des États chrétiens a été plus ou moins réalisée au prix de massacres et d'expulsions, mais il n'existe pas de culture commune séculière qui puisse unir aristocrates, bourgeois et paysans. L'hétérogénéité culturelle était très grande dans les empires, royaumes et principautés de l'ère prénationale. Ce qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme et la diversité culturelle était extrêmement important dans ces États de l'ère prénationale. La culture des élites, souvent transnationales d'ailleurs, différait radicalement des cultures populaires, elles-mêmes souvent hétérogènes à l'intérieur d'un même État. Pourtant, il existe aujourd'hui des cultures nationales, bien affirmées, transsociales, qui permettent aux individus vivant dans un même État d'avoir des références identitaires communes très fortes, très solides. Ces actuelles cultures nationales ont été construites. Cela a été l'œuvre absolument gigantesque menée par des artistes, des intellectuels, des écrivains, des savants qui, dans l'Europe des XIXe et XXe siècles, ont ardemment travaillé à construire les cultures nationales. Il faut souligner que ce travail colossal de construction des identités nationales actuelles a été le résultat d'intenses transferts culturels entre les diverses nations en formation. Les constructeurs de culture nationale n'ont cessé d'échanger entre eux des idées, des méthodes et des principes. Ils se sont énormément observés, énormément imités. Beaucoup de livres ont été traduits ou transposés, beaucoup d'œuvres artistiques ont été imitées, recopiées et beaucoup d'argumentaires nationalistes ont traversé les frontières. C'est à peu près toujours dans les mêmes termes qu'on a présenté la nécessité de protéger les monuments historiques nationaux, qu'on a exalté l'art national, qu'on a chanté la beauté du paysage national. Et de fait, si l'on examine les identités nationales européennes qui ont été construites depuis 2 siècles, on voit bien qu'elles sont en fait les variantes d'un modèle commun. Toute nation reconnue possède en effet des ancêtres fondateurs et une histoire multiséculaire, continue, qui va établir le lien entre les origines et le présent. La nation a des héros qui sont des exemples de civisme et de morale. En général, elle a une langue, des œuvres culturelles, des œuvres littéraires, picturales, musicales, elle a des monuments historiques et des lieux de mémoire, des traditions populaires spécifiques, des paysages emblématiques. Ces éléments d'ailleurs servent souvent à représenter la nation dans l'iconographie des billets de banque ou dans les guides touristiques. Du temps où nous avions des monnaies nationales, nous pouvions retrouver tous ces éléments d'identité nationale pour décorer les billets. Le problème s'est posé lorsque nous sommes passés à l'euro. Il fallait arriver à trouver des éléments d'une identité européenne commune, qui ne soit pas trop nationale. Comme on ne les a pas trouvés, des éléments virtuels ont été choisis pour représenter notre identité commune européenne. Pour reprendre l'expression provocatrice du sociologue suédois Orvar Löfgren, on peut parler de checklist identitaire des nations modernes. Toute identité nationale est spécifique. Mais elle est une variante d'un modèle général. Et les identités nationales, pourrait-on dire, sont en quelque sorte standardisées, ce qui leur permet d'ailleurs d'être intelligibles les unes aux autres. D'une certaine manière, cela n'est pas étonnant. L'âge des nations est en effet aussi celui de la révolution industrielle, de l'expansion capitaliste, qui est marquée par la standardisation des échanges, de la communication et de la production. D'une certaine manière, l'âge des nations a donc aussi été l'âge de la production d'une certaine standardisation politique. Les cultures nationales telles que nous les connaissons aujourd'hui ont été construites par des intellectuels, des artistes et diverses sortes d'entrepreneurs culturels. Elles ont été diffusées dans les populations par des opérations pédagogiques, scolaires, mais aussi très souvent extrascolaires. Les intellectuels et les artistes qui ont travaillé à la formation des cultures nationales l'ont fait par patriotisme, pour la gloire et le bonheur de leur nation. Certains l'ont payé de leur vie, ou par des années d'emprisonnement. L'idéal national qui les animait correspondait aux valeurs politiques de la modernité, du moins dans la première phase des constructions nationales. Initialement, ces valeurs étaient l'émancipation, la libération du peuple,
l'égalité et la fraternité des citoyens, l'indépendance et la souveraineté de la nation. Ces cultures nationales ont fourni aux membres des différentes nations des références communes, transsociales et transreligieuses. Elles cherchaient dans l'histoire, elles établissaient dans l'histoire les fondements d'une communauté de destin. De fait, le passé s'est mis à tenir une place fondamentale et assez paradoxale dans la formation et la consolidation des nations modernes. Paradoxale, puisque je l'ai dit et j'y reviens, la nation est la forme politique de la modernité, liée au changement politique, économique, technologique et social. La formation des nations s'est inscrite dans un processus de bouleversement radical, concret et conceptuel des sociétés européennes, puis plus largement des sociétés dans le monde. Bouleversements qui ont été marqués par l'industrialisation, l'urbanisation, le développement des marchés, la revendication d'égalité, d'émancipation, etc. Ces changements radicaux ont été inscrits dans la représentation de la nation, non pas comme une nouveauté, mais comme une communauté extrêmement ancienne qui aurait traversé les siècles. Les argumentaires nationalistes n'ont jamais revendiqué de changer la société pour un futur totalement nouveau. Au contraire, ils prétendaient restituer un passé fondamental. Construire la nation selon cet argumentaire, c'était en fait retourner aux origines, leur redevenir enfin fidèle. Il fallait réveiller la nation de l'oubli dans lequel elle était tombée. Et ce n'est pas un hasard si la métaphore de la Belle au bois dormant apparaît dans beaucoup d'intitulés de mouvements nationalistes du XIXe siècle, à commencer par le Risorgimento italien. Ce terme de la résurrection, du retour, du réveil, est le terme qui définit le plus souvent les mouvements nationalistes du XIXe siècle. On fait la révolution par le retour aux origines. Les 2 derniers siècles ont pratiqué simultanément religion du progrès et culte du passé. Et il n'y avait pas en fait contradiction entre ces 2 volets de la modernité. Pour que tout change sans dislocation, il faut sans doute croire que rien ne change en fait. On peut accepter tous les changements à condition de croire qu'on ne change rien. Et à l'ère moderne, le passé désormais nationalisé a acquis une fonction pédagogique. Et sa fonction pédagogique est de donner des leçons pour le présent. L'enseignement de l'histoire nationale est devenu de fait, dès les débuts de l'enseignement de masse, une matière fondamentale, associée à l'instruction civique et morale. Ce qui supposait que les enjeux présents et à venir de la société déterminent la mise en écriture et en représentation du passé national. Si le passé national pouvait donner des leçons pour le présent et pour l'avenir, c'est bien évidemment parce qu'il avait été écrit dans cette perspective. Écrit et réécrit. Le passé national est l'histoire d'un être collectif. Le passé national, c'est le roman de la nation, souvent pathétique, douloureux, héroïque, transsocial. La nation va à travers les siècles être confrontée en permanence à l'oppression, à des ennemis qui veulent la détruire, à des tyrans qui veulent l'écraser. La nation souffre énormément, elle connaît beaucoup de défaites. Les défaites sont très importantes dans une histoire nationale. Mais à travers ces défaites, elle sait s'unir, verser collectivement son sang pour cet idéal toujours présent. Les héros de l'histoire nationale, on le sait, appartiennent à toutes les classes de la société. Et c'est très important dans une histoire nationale. Ce rôle de l'histoire nationale pour fonder la nation dans le présent et dans l'avenir implique donc des réécritures perpétuelles de l'histoire, qui font apparaître régulièrement dans le passé ceux qui intègrent la communauté nationale. S'intégrer dans son passé est donc un enjeu extrêmement important pour ceux qui s'intègrent dans une nation actuelle. Nous avons beaucoup d'exemples récents. Je pense au cas des femmes, je pense au cas des immigrés, qui revendiquent une place non pas simplement dans le présent et dans l'avenir de la nation, mais dans son passé. Il y a eu récemment des réécritures de l'histoire, des muséographies différentes de l'histoire nationale prenant en compte ces revendications présentes. Un autre élément important de la formation des nations modernes a été la formation des langues nationales. La carte politique de l'Europe correspond aujourd'hui approximativement à une carte linguistique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.